Dans le livre Le violon intérieur de Dominique Opnaud aux éditions Van de Velde, paru en 1981, l'auteur dit « Et pourtant, le grand absent dans l'enseignement des instruments à cordes, c'est le corps. On apprend à jouer du violon, de l'alto, à faire de la musique, mais on oublie que la musique s'exprime avant tout par le corps, se dénature aussi à cause de lui lorsqu'il n'est pas en harmonie avec lui-même. Seuls les doigts sont concernés dans le travail quotidien, comme si leur agilité et leur précision étaient les uniques responsables de la qualité du jeu. Certes, l'action musicale se traduit ponctuellement par l'action des doigts, mais que sont-ils eux-mêmes sinon l'achèvement, la terminaison tactile d'une totalité physique qui est le corps lui-même. C'est vrai, on a longtemps réduit les musiciens et musiciennes à leurs doigts ou leurs mains. Mais quand un musicien ou une musicienne joue, c'est l'ensemble de son corps qui est en mouvement. C'est aussi ce même corps qui subit des troubles musculo-squelettiques à force de gestes répétés. Le lien entre troubles musculo-squelettiques et gestes répétés a été fait suite à une étude d'une affection douloureuse du coude qui touche 50% des joueurs de tennis et qui s'appelle tennis elbow ou épicondylite latérale. En plus des joueurs de tennis, cette affection toucherait 10,5% des travailleuses et travailleurs professionnels, dont bien sûr les musiciennes et musiciens. Bienvenue dans le podcast de La Criée Média, la main des musiciennes et musiciens. Une enquête sur les troubles musculo-squelettiques et autres douleurs qui touchent les musiciennes et musiciens professionnels d'orchestre, réalisée par Léna Ayou et Karine Paulien, menée en collaboration avec Céline Buissou, ergothérapeute à Thonon-les-Bains et Gaillard, spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien. Donc c'est un jeune violoniste qui souffre du pouce et finalement la douleur était vraiment localisée au niveau du pouce dans un contexte où il a eu une fracture du poignet. Et à la reprise du violon, le pouce était vraiment en souffrance. Et au bilan, je fais toujours jouer sur l'instrument pour voir comment il se positionne sur l'instrument et comment il joue. Et pendant le bilan, en fait, on s'est rendu compte que le poignet était très en extension, en fait, vraiment cassé, et le pouce venait en appui de manière excessive. Et finalement, en fait, le problème ne venait pas tant du pouce, de là où il y a la douleur, mais de l'ensemble, en fait, de la position du poignet et du pouce sur le manche de l'instrument, en l'occurrence d'un violon, qui provoquait une douleur en fait au pouce. Et donc finalement, en changeant la position du poignet, on a déjà soulagé les douleurs consécutives à la fracture, qui n'avaient rien à voir avec la musique, pour soulager aussi la reprise à l'instrument après la phase d'immobilisation de la fracture. Vous dites que c'est un objet complexe, l'anatomie de la main. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails ? Alors, c'est déjà une complexité à toute échelle, en fait, que ça soit osseux, articulaire. Ce qui implique une articulation, c'est évidemment des ligaments qui vont maintenir les os entre eux et qui sont extrêmement complexes, qui n'ont pas de nom, mais qui ont carrément les noms de leur insertion au niveau des os, tellement il y en a. On reconnaît les ligaments par leur insertion osseuse et ils n'ont pas de nom comme on peut avoir le tendon d'Achille. Dans la main, c'est vraiment les ligaments liés d'un os à un os en citant l'os, tellement il y en a. Il y a aussi la conformation, la configuration des articulations qui font que ce n'est pas une simple articulation, mais que les facettes articulaires ont un impact aussi sur la manière dont les doigts vont bouger. On sait que les articulations des doigts, des grands doigts longs, des 4 doigts longs et du pouce ne sont pas du tout les mêmes, parce que le pouce va venir en opposition. Donc forcément, les surfaces articulaires ne vont pas être les mêmes. Donc ça, c'est déjà une biomécanique extrêmement complexe qui fait suer beaucoup d'étudiants et transpirer. Et par-dessus, il y a les ligaments, il y a tous les tendons, il y a tous les muscles. Comme on disait, il y a des tout petits muscles qui sont vraiment à l'intérieur de la main, qu'on appelle des intrinsèques, et au contraire des extrinsèques, donc des muscles qui vont s'insérer ailleurs de la main, donc au niveau de l'avant-bras ou du coude, qui vont aller jusque dans la main. Et après, c'est vraiment le bal des tendons en fait à l'intérieur de la main, où chaque tendon va venir en serrer un autre, va venir enlacer un autre, va venir tourner autour pour permettre un mouvement extrêmement fin et extrêmement complexe pour justement que chaque doigt ait une mobilité à part
qui a toujours un intérêt. On sait qu'il y a plutôt les 3 premiers doigts qui vont être les doigts de la finesse, quand on veut vraiment faire quelque chose de très fin. Les 2 derniers doigts qui vont être les doigts de la force, quand on veut ouvrir une bouteille, quand on veut porter quelque chose, on verrouille les prises avec les 2 derniers doigts. Ça a une réalité anatomique aussi, par la configuration des muscles, la configuration des tendons. Tout est expliqué par l'anatomie. Vous diriez que c'est justement la partie du corps la plus complexe ? Je crois pas être très objective. Mais c'est complexe à tellement de points de vue, que ça soit symbolique ou anatomique, ou biomécanique, ou lié au cerveau, que, à mon sens, ça reste la partie du corps la plus forte, que ça soit anatomique ou philosophique ou beaucoup de choses. Après, voilà, je crois pas non plus être très très objectif, et j'aime tellement cet objet de la main aussi que bon. Le docteur Philippe Queneau, spécialiste en chirurgie de la main, membre fondateur et associé de la clinique de la main à Genève. La main, c'est le prolongement du cerveau direct. C'est ce qui vous permet c'est l'outil, c'est l'organe qui permet de souligner le discours et démontrer des émotions. C'est l'organe qui permet d'entrer en contact avec l'autre. Il y a un côté finalement philosophique qui est assez intéressant. Il y a un côté artistique. Une main, c'est assez beau comme organe. En tout cas, plus qu'un foie ou un rein, à mon avis. Bon, on a moins souvent l'habitude de voir un rein ou un foie dans la rue, donc c'est clair que c'est plus joli. Et puis, du point de vue strictement technique, c'est très intéressant parce que ça s'adresse à... D'abord, c'est fonctionnel. Et on a affaire à tous les tissus. L'os, les tendons, les ligaments, la peau et les nerfs. Donc, si vous devez en permanence avoir une vision globale de toutes ces structures et qui ne peuvent pas fonctionner sans la fonction adéquate de l'autre. Et ça, c'est un challenge assez intéressant. Et en plus, du point de vue, la main inclut globalement jusqu'au coude. Il y a certains qui vont jusqu'à l'épaule. Bien évidemment, en théorie, on devrait commencer aux vertèbres cervicales et aux racines nerveuses, puisque c'est tout le membre supérieur et en prolongation. Mais en général, les chirurgiens de la main commencent au coude. Et le poignet est une partie de la main qui est particulièrement intéressante parce que c'est composé de 8 petits os qui bougent les uns par rapport aux autres et qui sont dans une mécanique qu'on n'a pas encore complètement élucidée, où tout le monde n'est pas d'accord, où il y a des grandes discussions. On a l'impression des fois d'être dans du Molière, parce que il y en a un qui vient en levant le doigt et disait « Oh non, mais c'est le petit ligament truc-muche qui fait tout. » Et puis le gros ligament très solide, bah oui, il est là pour faire joli. Et des fois, on se demande si c'est très sérieux. Mais c'est en tout cas passionnant de voir les développements que ça a pris ces dernières années. Parmi vos passions, les musiciens représentent quelle part de vos passions ? C'est très difficile. Alors, il y a ceux qui sont musiciens amateurs et qui viennent pour une pathologie qui n'a aucun rapport avec ça. Or, il y en a peut-être, 10%, 20%. Et puis, il y a ceux qui sont musiciens soit professionnels, soit amateurs, très éclairés, et qui viennent parce qu'ils ont un problème qui les empêche de jouer. Alors, c'est des problèmes qui peuvent être accidentels. Il tombe du 3e étage, il se fait une fracture du poignet, il s'est coupé le doigt, il a un nerf coupé ou des tendons coupés, ou bien alors, il a toutes les pathologies typiquement du musicien, alors là, qui sont un domaine extrêmement vaste et extrêmement difficile. Parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas, entre guillemets, normaux.
Alors, pas normaux dans le bon sens, ils sont extraordinaires. D'abord, c'est des artistes, donc ils ont une sensibilité exacerbée. Donc, ils vont ressentir les choses beaucoup plus qu'une autre personne qui n'a pas cette sensibilité et puis qui est un petit peu au-dessus de ça. Et le fait de ressentir les choses de façon exacerbée va, dans certains cas, augmenter les manifestations des pathologies qui peuvent être des pathologies tout à fait banales. Et en plus, ils présentent souvent des lésions qu'on ne met pas facilement en évidence. Si vous avez une maman qui a son petit gamin, qui le baigne tous les jours, qui le linge, et qui se fait une tendinite, ce qu'on appelle la tendinite de De Kervin, c'est une tendinite qui est sur le bord du poignet, et qui est typique de la maman qui s'occupe de son enfant. Il y a des signes absolument clairs, vous appuyez à tel endroit, ça fait mal, vous faites telle manœuvre, mon Dieu, quelle horreur, vous me faites mal, c'est clair. Le musicien, c'est pas comme ça. Il a des tendinites qui n'ont pas les manifestations habituelles cliniques, et on doit être beaucoup plus à deviner qu'à constater. Et c'est là que c'est très utile de connaître un peu la musique et savoir comment on positionne sa main sur des instruments, voir souvent le patient avec son instrument pour voir s'il se tient bien. Alors là, ça dépasse un petit peu ma compétence, même si j'ai quelques notions. Mais c'est là où les rééducateurs, et en particulier les ergothérapeutes, qui sont spécialisés, qui connaissent très bien ça, peuvent prendre en charge globalement le patient, et en travaillant simplement sur la posture, peuvent l'empêcher d'avoir des crispations ou des douleurs tendineuses. On voit ça d'ailleurs aussi chez les gens qui font beaucoup d'ordinateurs. C'est des mouvements répétitifs. C'est clair que le pianiste qui reprend 55 fois de suite le petit passage difficile, il arrive un moment où il va fatiguer. Et certains pédagogues avaient l'habitude de dire, vous devez travailler jusqu'à avoir mal. Et maintenant, on revient en arrière et on dit, mais c'est absurde. Il faut justement travailler régulièrement, puis quand on commence à sentir que ça va faire mal, on arrête pour éviter des surcharges. C'est comme le sport. Si vous faites trop de sport, vous faites des claquages, vous faites des tendinites, etc. C'est un entraînement physique. J'ai récemment été voir un concert d'un pianiste, j'ose pas dire qu'il est russe par les temps qui courent, mais un pianiste remarquable qui s'appelle Matsuev, et qui a joué la deuxième sonate de Rachmaninov, dont le troisième mouvement est une bataille rangée. Mais il était épuisé à la fin. Alors, vous imaginez, reporter sur des structures aussi délicates et fines que des doigts, des efforts énormes, en répétition, en puissance, mais il faut pouvoir gérer ça avec par moments beaucoup de force, puis par moments beaucoup de délicatesse. C'est donc des mouvements alternatifs, et ça certainement ça crée des problèmes. Mais le pianiste du dimanche qui joue tranquillement, s'il a une bonne position, va pas forcément se faire les mêmes problèmes que les professionnels. Est-ce qu'il y a des instruments qui sont tout de même plus douloureux que les autres ? Alors, il y a des études qui ont été menées justement scientifiquement qui prouvent et qui déterminent effectivement qu'il y a des instruments qui sont plus difficiles et qui peuvent provoquer plus de douleurs, notamment tous les instruments asymétriques et notamment les instruments à cordes. On sait que les instruments à cordes vont provoquer un petit peu plus de douleur que les autres instruments. Et là, on a vraiment le combo de instruments asymétriques, instruments difficiles, déportés du corps, qu'on peut retrouver éventuellement dans la flûte traversière, qui n'est pas un instrument à cordes, mais on va retrouver ces gestes comme ça qui sont très loin du corps, éloignés du corps et surtout asymétriques. Alors par exemple, dans les instruments asymétriques, une guitare est asymétrique, typiquement ?
Totalement. Elle est asymétrique jusqu'au bassin, jusqu'au pied, parce que les musiciens guitaristes jouent souvent avec un trépied, et le trépied fait monter le pied, qui fait monter le genou, qui bascule le bassin, qui peut provoquer une torsion un peu du dos, et en plus, les mains et les épaules sont complètement en sens opposé, et donc finalement, on voit que le corps du guitariste doit être complètement tordu autour de son instrument. Et donc là, justement, on va essayer de naviguer entre ce dont on est obligé de faire pour pouvoir jouer, sinon on ne peut pas jouer, et soulager le corps, qui peut parfois être un peu antinomique. Les mêmes gestes répétés à l'infini au cours des exercices et des concerts provoquent toutes sortes d'affections. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, on connaît aussi 3 principales pathologies des musiciens, qui sont les troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui est lié aux muscles, aux souffrances musculaires, aux souffrances tendineuses, les tendinites les plus souvent, les syndromes canalaires, donc c'est-à-dire que quand on a un nerf qui passe dans un canal qui ne peut pas s'étendre, inextensible, si le nerf est en souffrance, il peut envoyer des informations au niveau des doigts, donc ça c'est vraiment le canal carpien, on connaît tous le canal carpien ou le nerf ulnaire au coude, c'est vraiment les 2 principaux nerfs qui peuvent poser problème au niveau du membre supérieur. Et la 3e pathologie qui est un petit peu moins connue en dehors des musiciens, c'est la dystonie de fonction. Donc c'est vraiment une pathologie neurologique, donc ça vient vraiment du cerveau, qui provoque en fait comme des crampes, comme des tremblements en fait au niveau d'un doigt ou d'un corps musculaire ou d'un groupe musculaire, qui fait que la main se met à trembler sans raison apparente, sans contrainte particulière, mais tout le temps à ce même passage ou à la même sollicitation. Donc ça c'est vraiment un dérèglement extrêmement global du cerveau, en fait, de la représentation des doigts au niveau du cerveau, qui fait que ça s'embrouille, ça vient s'emmêler pour X ou Y raison, et que le muscle, en fait, ne répond plus à la commande du cerveau. Et ça, on l'observe, ça reste une pathologie rare du musicien, mais on l'observe presque 3 fois plus chez les musiciens que chez les personnes qui ne sont pas musiciens. Donc ça reste une pathologie rare, mais beaucoup plus présente chez les musiciens que les autres personnes. Par rapport aux pathologies et en résonance aussi avec la dystonie, est-ce que c'est d'origine neurologique ou mécanique ? Et est-ce que ça se croise à un moment donné ? Ça se croise certainement. Alors, on ne sait pas vraiment, objectivement. On ne sait pas d'abord si c'est seulement fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, on n'arrive plus à coordonner ses mouvements parce que émotionnellement, on n'est plus capable. Vous savez, en golf, il y a un truc très particulier qu'on appelle le yips. Mais ça touche d'immenses champions. Hein. Ça a touché un numéro 1 mondial une fois qui ne pouvait plus putter. Putter, c'est donc le coup sur le green où on fait délicatement entrer la balle dans le trou. Et au moment où on fait le mouvement, il y a tout d'un coup des crispations qui fait qu'on tape de travers et qu'on loupe son coup. Eh bien, c'est exactement ça. Ça, c'est émotionnel au départ, certainement. C'est-à-dire la peur de louper le putt. Et d'ailleurs, le joueur auquel je pense, il a commencé à avoir ça après avoir loupé un fameux putt dont tout le monde se souvient dans une compétition importante, etc. Et ça l'avait traumatisé au point que petit à petit, alors que c'était un type extraordinaire, il a mis 20 ans pour s'en remettre. Alors maintenant, chez les vieux, il gagne tous les parcours parce qu'il n'a plus le côté émotionnel. C'est vraisemblablement ça. Au début, c'est probablement émotionnel. On veut tellement performer, c'est un mot qu'on aime bien maintenant, dire performer. Alors, on veut tellement faire bien, on veut tellement... arriver à imiter tous les Coréens, les Japonais, les Chinois qui jouent à une vitesse folle sans faire de faute et tout ça, qu'on se met une pression folle et probablement qu'on surchauffe la machine neurologique. Et aussi musculaire, mais je pense que c'est d'abord une question de coordination neurologique. Mais j'ai aucune preuve, et je crois qu'on n'a aucune preuve.
Mais on peut arriver en infiltrant spécifiquement certains groupes musculaires avec du botox, on peut diminuer l'importance des contractions musculaires et arriver un tout petit peu à diminuer ces problèmes. Alors, est-ce que les commandes restent anormales, mais que l'organe effecteur est corrigé et puis qu'on y arrive quand même? C'est la poule et l'œuf. Évidemment, si on est un musicien professionnel et qu'on se casse un os d'une main, il faut viser à remettre à ce que l'os soit dans la même position et que tous les tissus mous qui agissent sur cet os, les muscles, les tendons, ne soient pas dans une autre position. Donc souvent, on est contraint d'opérer des fractures pour deux raisons: pour remettre l'anatomie normale et pour permettre une mobilisation précoce. Mais il faut être très prudent. De nouveau, ces gens sont des hypersensibles, ils ont peur de subir une intervention. Donc, il ne faut pas se précipiter, je vous opère cet après-midi, une petite opération. Il n'y a jamais de petite opération pour le patient. Il faut leur expliquer en détail ce qu'on va leur faire, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quels sont les risques. Et puis on lui met un petit plat, puis on attend 2 jours, puis on le revoit, puis on rediscute. Des fois, on a le temps. On a facilement une semaine pour opérer une fracture de métacarpien, c'est pas un problème. Et donc, si on rétablit l'anatomie normale, qu'on fait bouger régulièrement le patient et qu'il récupère, il va récupérer normalement et probablement que sa main ne sera pas modifiée dans son schéma corporel. Mais une opération aussi banale que ce qu'on appelle un doigt arceau. Un doigt arceau, c'est un doigt qui bloque et qui saute parce que les tendons qui plient le doigt ont leur gaine qui s'est épaissie et au passage d'un tunnel dans la paume de la main, frotte, va dire de plus en plus gros, puis ensuite fait des à-coups pour arriver à des blocages. Si on fait l'opération, qui est une opération simple, on fend la poulie, on bouge, 90% des gens vont évoluer favorablement. Parfois, c'est un peu long, il y a des fois des gens qui évoluent pas favorablement parce qu'il y a des statistiques, même si le travail a été bien fait, je précise. Et par contre, chez le musicien, on va modifier un peu les angles d'attaque du tendon, et ça peut éventuellement, pour le pianiste, je pense que ça ne change rien. Pour un violoniste, ça peut éventuellement changer quelque chose, surtout sur l'index et le médius. Peut-être pas sur les autres doigts qui travaillent un petit peu en flexion, mais qui travaillent un peu en flexion de la première articulation de la métacarpophalangienne, comme on l'appelle. Mais tout dépend, comme toujours, un bassoniste qui se coupe un doigt entièrement, qui s'ampute un doigt, le 4e doigt, puis qu'on remet bloqué comme ça, droit, sans avoir de flexion au niveau des 2 articulations du doigt, mais une flexion à la base du doigt, il peut jouer parfaitement bien. Donc, ce qui m'amène à dire que quand quelqu'un a un traumatisme de la main, on va devoir réfléchir à le soigner au mieux, mais s'il a un traumatisme trop sévère, comment faut-il intervenir pour que, avec une main peut-être handicapée, il puisse continuer à jouer? Comme Django Reinhardt, qui avait une chose banale, il avait des rétractions de brûlure qu'on opérerait très facilement maintenant et il aurait ses 4 doigts. Bon, ça l'a permis de développer une technique particulière et de faire la carrière qu'on sait. Mais il faut anticiper et se dire, ce musicien est bassoniste, il a un 4e doigt cassé, bon, si on n'arrive pas à lui réparer sa fracture articulaire au niveau de la première phalange, eh ben, on pourra la lui bloquer dans une position fonctionnelle. Mais si c'est un violoniste qui a une fracture au niveau de l'articulation entre la main et le début du doigt, au 5e doigt, et puis il faut qu'il puisse la plier complètement, sinon il est ennuyé. Donc on doit toujours anticiper. Et ça veut dire qu'il faut que le chirurgien de la main doit connaître un peu les instruments. Alors, récemment, j'ai écrit un papier là-dessus. Il n'y avait pas de littérature. Je me suis amusé à
je ne sais pas si je me suis beaucoup amusé. Si, quand même, c'était assez amusant. À passer en revue tous les mouvements que font les divers musiciens, pianistes, saxophonistes. On voit qu'il y a beaucoup de différences. Hein. Il y a des Errol Garner qui joue avec du piano avec les doigts crochus, alors que Thelonious Monk avec les doigts complètement à plat. Au point qu'une fois, un de ses copains l'a dit, mais c'est dingue comme tu joues du piano, t'as les doigts toujours à plat. Ah bon, il y a une autre technique. Donc pour lui, c'était évident que c'était comme ça. Donc, mais en principe, il y a globalement des positions logiques, donc il faut tenir compte de tout ça pour corriger correctement. Mais en principe, dans les pathologies banales, le fameux tunnel carpien, le nerf coincé, on libère le nerf et puis les gens sont tellement soulagés de toute façon. Mais je me souviens d'avoir opéré du côté droit, donc c'est l'archet, un violoncelliste qui avait très peur et puis finalement on a beaucoup rigolé après parce qu'il m'a dit mais finalement c'est rien du tout. Et vous savez, j'ai joué dès le premier jour. Et puis, mais la droite, ça sera autre chose. Parce qu'il me dit non, ça sera pas autre chose, ça sera exactement la même chose. Mais ça fait 6 mois que je le prépare. Et on rit beaucoup d'ailleurs. Chaque fois que je le vois dans un concert, il dit ouais, il faut absolument que ça fait ça. Mais bon, ça va encore. Ça c'est rigolo. Et je pense que leur côté relationnel est déterminant aussi. Parce que si on arrive à mettre le patient en confiance, et c'est lui qui vient, il dit bon, vous m'avez convaincu, vous allez m'opérer cette fracture, vous mettez vos vis, et puis après, ouais, j'ai bien fait, regardez, c'est impeccable. Et puis il y en a même qui m'envoient une petite vidéo avec un petit morceau, c'est assez rigolo. Ça tombe bien parce que vous-même, vous aimez la musique, vous êtes musicien. Le fait d'être musicien, même si c'est amateur, vous aide aussi à comprendre cette souffrance. Vous êtes issu d'une famille de musiciens. Oui, alors c'est issu indirectement d'une famille de musiciens, même si mes parents étaient très mélomane, maman chantait très bien, elle avait une belle voix. D'ailleurs, c'était rigolo parce que si on arrivait... À l'époque, il y avait beaucoup de monde dans les églises et quand on allait au temple, le dimanche, on était bien évidemment en retard, mais c'était obligatoire d'y aller. Et on attendait qu'il y ait un cantique pour repérer maman pour aller... Parce qu'elle chantait plus haut et beaucoup mieux que tous les autres. Et c'est clair que papa jouait du piano, mais c'est clair que ça facilite. Alors bon, j'ai une sensibilité qui est... je sais pas si c'est une sensibilité de musicien ou une sensibilité naturelle, mais qui me fait bien comprendre souvent le problème auquel ils sont confrontés. Parce que je me dis, si moi je peux plus jouer du piano, alors que je joue très mal, c'est un drame absolu. Mais en concertiste, alors bon, on connaît l'histoire de Schumann qui est devenu compositeur et chef d'orchestre parce qu'ils étaient mutilés un doigt pour pas... Bon, on ne sait pas s'il avait probablement une dystonie ou Wittgenstein qui avait perdu le bras droit à la guerre et pour qui on a écrit des concertos pour la main gauche. Ça, ils peuvent quand même encore jouer, mais celui qui peut plus jouer de son instrument, j'ai une violoniste en ce moment qui commence à comprendre qu'elle pourra peut-être plus jouer, peut-être qu'elle va trouver des palliatifs et pouvoir jouer, mais c'est des drames absolus. Donc je me mets à leur place, c'est épouvantable. Plus pouvoir faire quelque chose pour lequel on est passionné et qu'on peut en principe faire jusqu'à 100 ans. Rubinstein joue encore à 90 ans. La main des musiciennes et musiciens, un podcast La Criée Média à écouter sur toutes les plateformes audio. Une enquête réalisée par Léna Ayou et Karine Paulien avec l'aide de Céline Buissou, ergothérapeute spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien.